Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, du foot, du basket, de l'aviron et de bien d'autres disciplines sportives. Nous reviendrons surtout sur l'élimination prématurée de la sélection nationale locale de football, bien sûr, du championnat d'Afrique des Nations dans son édition 2025. Les guépards locaux échouent une fois encore au tour préliminaire de l'épreuve. Leur bourreau à nom, épervier du Togo. Nous en parlerons dans un instant. Et pour le basket, il sera question de la présence du Bénin à l'Africa Women Basket League. Les éliminatoires se déroulent à Monrovia au Nigeria et au Libéria et Énergie Basketball Club de la SB2E est le porte-étendard du Bénin dans cette fête de la balle au panier. Et depuis la capitale libérienne, justement, nous aurons en ligne l'entraîneur principal de l'équipe. Il s'agit de M. Oswald Kunom. C'est surtout pour prendre les nouvelles des dames de la SB2E 24 heures après leur arrivée. Et puis notre rubrique exclusivité de ce soir sera consacrée à l'aviron. Nous recevrons celui qui préside aux destinées de la Fédération béninoise de cette discipline qui se pratique, il faut le dire, sur l'eau. Il s'agit de M. David Badamassi. Avec lui, nous allons scruter l'environnement de la discipline au Bénin et bien d'autres sports, aussi bien collectifs qu'individuels, viendront compléter le menu de cette aventure vespérale. Au nombre des témoins ce soir, mon confrère Prosper Vondianko. J'espère que j'ai bien prononcé aujourd'hui. Bien sûr, bonsoir. Vous avez très bien prononcé. Bonsoir et merci pour les efforts. Voilà. Vous revenez fraîchement de Bahreïn où vous avez assisté au gymnasiade. C'est l'équivalent des Jeux olympiques au niveau, bien sûr, des scolaires. Le Bénin y était et a fait d'ailleurs bonne figure. Nous en parlerons dans cette émission. Et en face de vous, mon collègue Candide Onweto. Candide, bonsoir. Nassis, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes là pour nous aider à faire le tour d'horizon de ce qui a fait l'actualité. Et c'est dans notre rubrique, nous allons partir, notre rubrique Fil Info. Voilà, Fil Info, ce sont des informations glanées ça et là et tout au long, bien sûr, de la semaine. Et nous allons ouvrir le bal ce soir avec cette bonne nouvelle pour le Bénin. À la première édition de la compétition africaine de randonnée pédestre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Eh bien, les randonneurs béninois finissent champions d'Afrique de rando par équipe. Candide. Oui, Nassis, pour cette performance, le Bénin, bien entendu, a présenté deux équipes différentes, mixtes, composées d'hommes et dames, bien entendu, dans cette catégorie. Et pour l'échéance, les athlètes randonneurs et randonneuses béninoises dans leurs différentes équipes respectives ont eu à faire face à la concurrence de leurs homologues venus du Rwanda, du Burundi et de la Côte d'Ivoire, pays hôte. Ceci pour une distance de 10 km de marche rapide arpenté dans la commune de Yopougon en Côte d'Ivoire. Après plusieurs minutes de marche rapide, c'est l'équipe A du Bénin qui franchit la ligne d'arrivée en première position selon les règles de la compétition, car pour terminer l'épreuve, bien entendu, de la rando par équipe, il faut être regroupé entre partenaires et constituer la même équipe comme à l'entame. Ainsi, la première équipe du Bénin finit première devant l'équipe B du Burundi qui finit deuxième de l'épreuve. Série sur le gâteau, la seconde équipe présentée par le Bénin a terminé sur la troisième marche du podium. Je vous propose ici un extrait de l'un des encadreurs de l'équipe béninoise, bien entendu à l'issue de cette épreuve. L'équipe a gagné parce qu'on a su gérer notre stratégie. Et vous avez constaté que nous avons pris deux trophées, deux médailles et deux trophées, or et bronze. C'est parce que nous avons envoyé deux équipes et les deux équipes ont gagné première place et troisième place. C'est le Bénin qui a gagné. Ils sont partis en tant que sportifs de santé. Nous remercions rapidement notre fédération de sport pour tous, qui a tout fait pour qu'il y ait beaucoup d'athlètes à Abidjan. Voilà, d'un sport d'entretien, ces randonneurs et randonneuses décrochent d'ores et déjà, bien entendu, sinon déjà des médailles pour le Bénin. La compétition s'est poursuivie ce lundi 4 novembre 2024, toujours à Abidjan, avec notamment l'épreuve de la rando endurance individuelle dans la commune d'Até
Koubé. Au cours de celle-ci, le Bénin s'en sort avec une moisson de 8 breloques raflées, bien entendu avec trophées dont 3 en or, 2 en argent et 3 bronze, toutes catégories confondues. Une nouvelle prouesse enregistrée par les randonneuses du Bénin à cette échéance devant leurs homologues de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, du Burundi et bien entendu du Gabon. Voilà, bonne nouvelle donc pour cette discipline au pays champion d'Afrique, il faut le rappeler. Et du basketball maintenant, et la capitale libérienne qui accueille dès demain mardi et ce jusqu'au 10 novembre prochain bien des éliminatoires de la zone 3 qualificative pour l'édition 2024 de la FIBA Women Basketball League Africa. Eh bien, l'équipe d'Énergie et Basketball Club, championne en titre du Bénin, va défendre les couleurs nationales dans cette épreuve. Oui, le champion en titre du Bénin se lance dès demain dans la course qualificative à la prochaine FIBA Women's Basketball League Africa. Et pour le compte de ces éliminatoires de la zone 3, les électriciennes du Bénin seront en lice avec leurs homologues de 3 autres pays, notamment de Friends Basketball Association, de SOA Basketball de la Côte d'Ivoire, de Custom de EMFM Queens Basketball du Nigeria, puis de Invincible 11 et Commissioners Femol du Libéria, pays hôte de ces éliminatoires. Si au cours de la précédente édition, elles étaient seulement 3 équipes sur la ligne de départ, cette année, elles sont au total 7 équipes qui auront à se challenger pour obtenir les 2 billets de la zone 3 qualificatifs pour la phase finale de la FIBA Women's Basketball League Africa qui va se tenir à Dakar au Sénégal du 6 au 15 décembre 2024. Après donc la participation de ASPAC BBC en 2023, c'est au tour d'Énergie BBC de prendre part à cette échéance et le club champion en titre du Bénin y va avec un objectif bien précis. Il faut le préciser, décrocher un billet pour la phase finale de la FIBA Women's Basketball League Africa et ensuite porter haut l'étendard du Bénin sur la scène continentale. Du basketball, on va changer de discipline et s'intéresser maintenant à un autre sport de main, bien entendu Nassis. Le calendrier de la saison sportive 2025 à la Fédération béninoise de volleyball est connu et il découle bien entendu du Conseil fédéral de l'instance du volleyball au titre de l'année 2024. Sur ce calendrier, on retient des grandes dates comme celle du démarrage du championnat professionnel de volleyball hommes comme dames, prévu pour le 8 février 2025. Le démarrage, bien entendu, de la Première Ligue, Lucien Goku, qui va se tenir, bien entendu, du 4 au 10 août 2025 à Boykonwa, à Bomé. Et puis la Ligue nationale qui est prévue se dérouler du 18 au 24 août 2025. Ça sera dans la commune de Dogo. Voilà, c'est ce qui prévoit bien sûr l'agenda du volleyball au pays du football à présent et dans le cadre justement de la deuxième session 2024 de la certification des entraîneurs au niveau licence C de la CAF. Eh bien, les stagiaires ont procédé en fin de cette semaine, sinon en fin de semaine écoulée, à la présentation des rapports de stage. Oui, ceci fait suite aux épreuves écrites de cette deuxième session au titre de l'année 2024 de la certification de licence C de la CAF qui a été sanctionnée par des évaluations sur 3 différents aspects, dont la connaissance des lois de jeu, la sécurité du jeune joueur, notamment son alimentation, sa prévention et ses premiers soins, ainsi que la connaissance du football. Pour ce qui est de la présentation des rapports, c'était l'occasion pour les stagiaires de cette deuxième session d'exposer leur rapport de stage devant un jury composé de formateurs, tout ceci sous l'œil de personnes averties comme l'expert FIFA Mohamed Maga Soubou. Ils ont eu à rendre compte de leur travail, de leur structure du stage, sans oublier comment ils ont mis en pratique les thèmes, sinon les techniques et connaissances théoriques et pratiques obtenues au cours de la formation de licence C de la CAF. C'est un exercice qui a servi de plateau d'évaluation, bien entendu, de leur capacité à mettre en œuvre les compétences acquises au cours de leur formation. Au thème de cette, bien entendu, de cette présentation du rapport de stage, les stagiaires ont reçu le parchemin de fin de formation et sont donc bien entendu certifiés détenteurs de la licence CAF, de la licence C bien entendu de la Confédération africaine de football. Voilà un palier de franchi donc pour l'environnement. Sinon le paysage d'entraîneurs au Bénin, du football toujours et au Bénin justement, la date de démarrage des championnats nationaux des moins de 15 ans
est désormais connu. Oui, selon le calendrier du déroulement du championnat de football des moins de 15 ans saison 2024-2025, dévoilé à travers un communiqué de la Fédération béninoise de football, le coup d'envoi, bien entendu, est prévu pour le 23 novembre 2024. Il faut dire que la période d'inscription qui est ouverte depuis le 25 octobre dernier va se refermer le 15 novembre, soit à 8 jours du démarrage de la phase départementale qui se tient bien entendu du 23 novembre 2024 au 30 mai 2025. À l'issue de la phase départementale, on va assister à l'étape de la phase nationale dite phase des play-offs qui va se dérouler du 15 au 22 juin 2025. Peut-on lire sur ce communiqué que les clubs ou centres de formation sportive qui désirent prendre part à ce championnat doivent s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la Fédération béninoise de football, notamment les cotisations annuelles de la police et bien entendu de la police assurance pour tous les joueurs avant de s'engager dans cette échéance. Des jeunes, on va maintenant parler des professionnels. La 6e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin a abordé ce week-end, bien entendu, sa 6e journée avec à la clé diverses fortunes pour les différentes équipes. Abeille FC s'est incliné devant Dynamo FC d'Abomey par un score d'un but contre 2. Score nul et vierge entre Dynamique FC de Djougou et Boa de Sinon. De Real Sport s'est incliné devant Buffle qui enchaîne avec une nouvelle victoire 0 but contre 1. Audio FC s'incline 1 but contre 2 devant Panthère FC de Djougou. Beke FC s'est aussi incliné sur un score de 0 but contre 1 devant l'AS Tarkounet. 1-0 pour la victoire de l'US Cavalier de Niki devant l'AS Tonnet de Boycon. Dynamo FC de Parakou s'est incliné devant Dadia FC sur un score de 0 but contre 1. 2-0 maintenant pour la victoire de Espoir FC de Savalou devant Damissa FC de Ndali. Dans la poule B, cette fois-ci Asvo s'est imposé à Requin FC de l'Atlantique par un score de 2 buts à 0. 3-1 pour la victoire de l'Est Police devant Avran Sport. 1-0 pour la victoire de la jeunesse athlétique de Ketou devant l'AS Cotonou. Score nul et vierge entre l'USS Kraké et la jeunesse sportive de Pobert. 1-0 pour la victoire de Ayema FC devant Adidja FC. Aziza FC s'est imposé par un score de 3 buts à 1. Asita Tunga FC 0 but partout entre Dragon FC de Lomé et Étoile Filante de Godomé. AS Soubemap s'est incliné devant la jeunesse sportive de Ouida sur un score de 0 but contre 1. À l'issue de cette 6e journée, dans les différentes poules, le top 9 se présente comme suit. Dans la poule A, Dadia FC est en tête avec 13 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. Dynamo FC d'Abomey vient en 2e position avec 12 points et un goal différentiel de plus 4. Espoir FC vient en 3e position. L'US Cavalier est 4e. Banigansé est 5e. Ponte FC de Djougou est 6e. Buffle FC du Borgou est 7e. Audio FC de Comin est 8e. Et puis l'AS Tarkounet est 9e de ce top 9 dans la poule A. Dans la poule B maintenant, l'AS Soubemap est leader avec 13 points au compteur, suivi de Dragon FC et de Lomé 2e avec 11 points au compteur. L'USS Kraké est 3e de ce groupe. L'AS Police est 4e. La jeunesse sportive de Pobet est 5e. Ayema FC est 6e. La jeunesse sportive de Ouida est 7e. L'AS Cotonou est 8e. Et puis Aziza FC vient en 9e position dans cette poule B. Voilà, c'était le point complet bien sûr des championnats nationaux, surtout l'élite. La Ligue Pro, on en sait désormais une idée, mais on va revenir tout à l'heure dans nos discussions sur les performances des uns et des autres. On en vient maintenant à cette mauvaise nouvelle pour le Bénin dans le cadre des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations. Bien, les guépards locaux échouent une fois encore au premier tour. Oui, l'histoire se répète encore et encore pour Moussa Latoundi et ses hommes Nassis. Toujours pas de première participation pour le Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection locale du Bénin, après une défaite 2-0 à Lomé, se devait de gagner avec une différence de 3 buts pour se hisser au tour suivant, mais les choses se sont très mal passées. D'abord, l'ouverture du score concédée à la 4e minute de jeu. Koukpo permet au Togo de se mettre totalement en confiance. Et bien, sur cette situation, voilà le tout premier but de cette manche retour comme temps, bien entendu, pour la double confrontation de ce premier tour. Voilà le but égalisateur qui va intervenir sur un centre de Rodrigue Fassinou, repris de la tête par Adam Ramzi, qui va permettre au Bénin d'égaliser en toute fin de partie. Score à l'arrivée, un but partout. Un résultat qui élimine directement les guépards locaux de la course qualificative
au prochain championnat d'Afrique des Nations. Nouvel échec donc pour le Bénin, bien entendu au premier tour des qualifications au championnat d'Afrique des Nations après de multiples tentatives, notamment en 2017, en 2019 et en 2022. Je vous invite ici à suivre le sélectionneur national Moussa Latoundji en conférence de presse d'après-match qui est revenu sur ce qui a manqué à son équipe dans cette explication. On a eu des occasions, on a essayé, on a eu des occasions, surtout en deuxième partie, mais qu'on n'a pas pu mettre dans les filets. On était trop timides, je vais dire. Nous ne sommes pas agressifs devant les buts. Il ne faut pas oublier qu'on a une équipe à presque, disons, 80%, des joueurs qui n'ont jamais joué pour l'équipe nationale. On a essayé de rajeunir l'équipe. Et puis voilà, ça manque un peu d'expérience, je vais dire. L'agressivité cet après-midi, ça nous a manqué. Voilà, l'agressivité, ça nous a manqué. Ce sont là les mots du sélectionneur national Moussa Latoundji en conférence de presse d'après-match après ce nul, bien entendu, concédé au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Bien entendu, un match comptant pour la manche retour du premier tour des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique et des Nations. En face, le Togo sort le Bénin et accède au tour suivant avec une victoire 3-1 à l'issue de la double confrontation. Quelle a été la clé de ce succès togolais face au camp béninois? La réponse avec le sélectionneur des CPV locaux. Le plan de jeu qu'on avait prévu a marché, de marquer tôt pour pouvoir assommer l'adversaire, le décourager. Donc, ce qui a marché pour nous, tant mieux pour nous. L'équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Et pour vous dire que, bon, voilà, s'il y a cette densité de joueurs, d'Asco et d'Aseka, ils étaient en compétition, sachant que le championnat togolais s'est arrêté, ça fait quelques mois. Donc, ils sont en jambes. En plus, dans tous les pays que vous voyez, que ce soit en France ou partout, il y a toujours des joueurs qui sont, entre guillemets, bons, qui sont transférés par les clubs UP. Donc c'est ça qui donne tous ces ingrédients, il faut dire. Voilà, c'était Kader Koubadja, ancien international togolais, aujourd'hui sélectionneur de l'équipe locale. D'ailleurs, cette élimination prématurée fera l'objet de notre discussion ce soir. Évidemment. Prenez bien entendu vos sièges. Asseyez-vous confortablement pour suivre les discussions. Il faut dire que qualifié pour le tour suivant, le Togo sera face au Niger au second tour de 16 éliminatoires pour le prochain championnat d'Afrique des Nations qui va se tenir bien entendu en 2025 qui est déjà à la porte. Les Guépards locaux devront donc attendre la prochaine édition pour essayer de courir à nouveau derrière leur toute première qualification en phase finale du CHAN. Parlons des dames maintenant, cette fois-ci bien entendu hors du continent, précisément en République dominicaine. La Corée du Nord détrône l'Espagne et sort vainqueur de la 8e édition de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans, victorieuse de la première édition en 2008 et de la 5e édition en 2016. Les Nord-Coréennes s'en sortent avec Dame Coupe de l'édition 2024 de la Coupe du Monde féminine de la catégorie et donc pas de 3e titre consécutif pour l'Espagne, vainqueur des 2 dernières éditions de la compétition, notamment en 2018 et en 2022. Mais par contre, 3e Graal pour la Corée du Nord dans la compétition. Il faut dire que la finale a été très électrique entre les deux nations finalistes. Le suspense est même allé jusqu'à la fatidique séance des tirs au but après un score nul, bien entendu, d'un but partout. À l'issue des 90 minutes du temps réglementaire, en fin de compte, ce sont les Nord-Coréennes qui s'imposent dans cette épreuve avec 4 tirs réussis contre 3 devant les Espagnols. Elles s'imposent donc et s'offrent leur 3e titre dans la compétition, bien entendu, et sortent vainqueurs de cette 8e édition de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Avant cette finale, bien entendu, on a assisté à la petite finale entre les filles américaines et bien entendu les anglaises, où ce sont les américaines qui se sont imposées par un score de 3-0 et s'offrent ainsi la 3e place de la compétition. Voilà, ce qu'on retient surtout, c'est la Corée du Nord qui a été couronnée à l'issue de cette grande messe du football mondial au niveau des moins de 17 ans sur le tableau féminin, il faut le préciser. Merci Candide pour Fil Info. C'est à moi. Voilà, c'était le factuel de ce qui a fait l'actualité
tout au long de cette semaine. Et cette élimination prématurée de la sélection locale de football du prochain championnat d'Afrique des Nations, on va en parler. Et Prosper Boyankon, eh bien, les Guépards, une fois encore, ont été contrariés par nos voisins de l'Ouest, les éperviers du Togo. Dites-nous, quelle est votre réaction à l'issue de cette double confrontation qui n'a pas souri justement au Bénin? Ben, j'étais choqué, j'étais vraiment choqué parce que nous étions face à une nation qui n'est pas en championnat. Contrairement à nous, on est en championnat. Et régulièrement. Vous venez de donner les résultats de la 6e journée tout à l'heure. Ça veut dire que nos joueurs sont censés être en jambes. Nos joueurs sont censés présenter un jeu, en tout cas montrer à l'adversaire qu'eux, ils sont en championnat. Rythme, oui. Voilà, je suis surpris de voir que le Bénin a été éliminé. Certes, le Togo a des clubs qui participent aux compétitions africaines et qui franchissent des niveaux, ce qui n'est pas trop le cas chez nous ici. Mais quand je vois un peu l'ossature des joueurs retenus pour cette aventure, je me dis que quelque chose n'a pas tourné. Et quand j'ai regardé un peu le film des deux rencontres, j'ai vu que l'entraîneur a failli un peu. Je ne suis pas entraîneur, mais ce que j'ai vu m'a donné l'impression que l'entraîneur a failli parce que je n'ai pas vu des joueurs à leur place. Ce qu'on a l'habitude de voir en championnat ici chez nous, ce qu'on a l'habitude de voir et ce que nous connaissons de nos joueurs, je n'ai pas l'impression qu'on les a utilisés dans leur registre, qu'on leur a donné la chance d'évoluer dans leur registre qu'on connaît. La preuve, des défenseurs sont devenus des milieux de terrain, des axiaux sont devenus des latéraux, et puis ça n'a pas marché. Quand c'est le cas, ça ne peut pas donner. Nous sommes tous unanimes que quand Carlo Ancelotti a essayé de faire le même jeu au niveau du Real de Madrid, les résultats n'ont pas suivi. Donc un joueur doit jouer dans son registre et dans son poste de prédilection. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'entraîneur qui doit être le seul à pouvoir nous l'expliquer. Mais j'ai vu des joueurs qui n'ont pas évolué à leur poste. J'ai vu des milieux de terrain sur le banc. Pourtant, des défenseurs sont devenus milieux de terrain. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce que quelque chose s'est réellement passé? Je pense que l'entraîneur est le seul à pouvoir nous dire ce qui s'est passé. Mais là, nous qui l'avons suivi et nous qui connaissons un peu les joueurs au plan local, je pense que l'entraîneur, pour nous, est fautif parce qu'il n'a pas fait jouer des joueurs dans leur registre. Sinon que être éliminé face à une équipe où les joueurs ne sont pas en championnat, ça pose un peu problème. Tout à fait. Nous avons été rejoints sur ce plateau par un autre confrère. Il s'agit de Steve Maurice Zounon, journaliste et reporter sportif officiant le champion. Maurice, bonsoir. Bonsoir Narcisse, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu bien sûr à notre invitation. C'est un plaisir. Alors dites-nous, que vous inspire cette élimination face au Togo? Déjà, je suis déçu, un peu comme Prosper Boyankon, mais la déception, à chaque fois on va la chanter, on va la remuer, on va la ressasser chaque fois, mais ça ne changera rien. Parce que oui, on est déçu, mais après il faut aussi jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir si... non mais ça devient répétitif. Oui, mais est-ce qu'on a travaillé pour ne pas être déçu? Non. Est-ce qu'on n'a pas travaillé? On parlait, le baromètre, ce sont les championnats nationaux. Oui, on parle d'une certaine régularité. Les joueurs ont été retenus dans le championnat. Dans le sens, on travaille quand même. Oui, laissez-moi vous dire, au moins sur les joueurs alignés, les éperviers alignés, au moins on a retrouvé une certaine cohésion dans cette équipe des Togolais. Et je peux vous dire, je peux vous garantir avec précision que cette équipe se regroupait depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce qui empêchait le Bénin à organiser des regroupements depuis plus de 2 ans? Parce qu'on savait qu'on allait participer à cette compétition, on allait jouer 16 éliminatoires. On ne s'est pas préparé pour jouer la compétition et après on se plaint. Moi, c'est vrai, tout le monde est index. Moussa Latondi, oui, je ne veux pas lui jeter aussi des fleurs, mais c'est pour vous dire qu'il faut qu'on se pose des vraies questions. Est-ce qu'aujourd'hui, Moussa Latondi est considéré comme un entraîneur à qui on a donné tous les moyens pour qu'il travaille? Je vois selon Moussa Latondi sur les matchs, si vous permettez, les matchs du championnat, quand Gernot Rohr est là, Gernot Rohr qui n'habite pas au Bénin et qui vient, Moussa qui n'a pas les moyens de transport, ça il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que le sélectionneur local, l'équipe A',
est doté d'un véhicule de travail pour aller superviser les matchs. Quand vous voyez Mathias Deguenon qui réussit à faire qualifier le Bénin à une compétition au niveau des juniors, vous allez comprendre que Mathias Deguenon connaît mieux les joueurs que Moussa Latondi. C'est pas que je suis en train de dire que Moussa ne fait pas son travail, mais Mathias, lui, il a la chance d'évoluer dans le championnat et de voir les joueurs. Il a des stats sur certains joueurs. Vous avez dit que Moussa a fait évoluer certains joueurs dans des postes inhabituels, mais on ne vient pas en sélection nationale pour apprendre à jouer. On vient en sélection pour aider la sélection à gagner. Moi, je pense si, vu les taureaux, vu les séances d'entraînement, les différentes séances d'entraînement avant match, si le joueur a la capacité d'aider, on a vu même en équipe nationale Roche qui a dépanné sur le côté gauche alors qu'il n'est pas... mais ici, il y a des choix qui interpellent quand même. Oui, non, comparaison n'est pas raison. Yohan Roche est un joueur polyvalent. Non, comparaison n'est pas... Je peux vous dire aussi que Rodrigue Fassinou, que je connais très bien, parce qu'il a évolué avec le Topo, il peut jouer en milieu, il peut jouer en défense, il peut jouer au milieu de terrain. Oui. Mais moi, je ne... Il est efficace en défense. Non, je n'accuse pas. Il ne faut pas tout le temps accuser le sélectionneur parce que c'est lui on voit. Parce qu'après le résultat, après une chute... Maintenant, au-delà de tout, est-ce que le pays ne doit pas nourrir des regrets? Il faut le dire, surtout quand on jette un clin d'œil sur le calendrier de la compétition qui nous a fait éviter cette année les deux gros bras de la région, le Nigeria et le Ghana, que le tirage au sort a envoyé sur l'autre partie du tableau. Steve, est-ce qu'il n'y a pas des regrets à nourrir quand on parle, bien sûr, quand on sait qu'il y avait une opportunité pour se qualifier cette année? Non, on s'est fait éliminer plus tôt pour ne pas peut-être vivre le pire. Quand vous rencontrez, vous supposez que le Niger est plus prenable aujourd'hui pour le Bénin. Moi, je dirais non. En tout cas, en ce qui concerne le CHAN, je pense que le Niger a déjà participé à cette compétition et le Niger est devant nous. Comme le Togo. Comme le Togo. Donc, je pense que on n'a pas travaillé, on est à notre place et si on ne va pas repenser les choses, on ne va pas repenser notre plaie et on va chaque fois dire oui, le sélectionneur n'a pas fait jouer ce joueur. Parce qu'il y a ce phénomène-là autour des joueurs béninois aussi qu'il faut avouer, la communication sur les réseaux sociaux, la communication de gauche à droite, alors que le joueur même n'a pas le talent. On a vu la différence de niveau entre les deux formations. Oui, certes, le Togo n'était pas en championnat. Les gens critiquaient. De niveau entre les deux équipes, parce que sur l'ensemble des deux confrontations, regardez l'efficacité. Sur le terrain. Oui, déjà l'efficacité. On parle long sur ce qu'on a vu. Les Togolais ont réussi à marquer 2 buts, disons 3 sur les deux confrontations, alors que nous on a marqué 1. En termes d'efficacité, on peut. Maintenant, quand on parle. En termes d'efficacité, le Togo n'était pas forcément supérieur au Bénin dans le match. C'est vrai que l'entraîneur parlait de timidité, de la haine devant les buts et que les Béninois n'étaient pas aussi rugueux devant les buts. On manquait de concrétiser les occasions, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais c'est pas la même chose quand vous prenez les effectifs. Certes, le Togo, avec les quelques centres de formation, a réussi à produire des joueurs qui, à la limite, peuvent se sentir au-dessus des nôtres. Mais même sans championnat. Le championnat est le baromètre. Les nôtres sont en championnat. Et quand Maurice parlait de moyens pour Moussa Latondi, ce sont des excuses qui ne pèsent pas lourd. Vous êtes un entraîneur, vous devez faire une sélection de 25 joueurs sur l'ensemble du territoire. C'est pas à vous d'aller dire devant la presse que vous n'avez pas eu les moyens de travailler et on va trouver l'excuse pour vous dédouaner. Il n'a pas dit que non, j'ai pas les moyens d'aller sur les matchs, je n'ai pas, non. Il a sélectionné les meilleurs joueurs. C'est un argument par et il n'est pas seul. Il n'est pas seul, il a un adjoint. Donc les deux doivent travailler concomitamment pour sortir une liste qui reflète les meilleurs de la sélection. Et quand la liste a été faite, je pense qu'on n'a pas beaucoup critiqué. On n'a pas parlé de la liste de Moussa, on n'a pas dit que la liste n'est pas juste. Nous étions d'accord de ce que effectivement il a réuni à la limite des meilleurs. Vous avez entendu peut-être les critiques qui sont allées contre certains joueurs du groupe, comme Patrick Sediamé, qui a évolué sur le terrain alors que Koké Alakpo Keto, le milieu de terrain qu'on a vu évoluer en championnat comme dans les préliminaires des compétitions africaines, on a vu ce que le joueur pouvait produire, ce que le joueur peut faire. Mais il est sur le banc pendant que Patrick Sediamé, qui est parti chez les Buffles, on a vu. Donc,
il y a que l'entraîneur n'a pas complètement exploité les joueurs que lui-même a sélectionnés. C'est pourquoi, Prosper, vous permettez, c'est pourquoi je voudrais qu'on donne aussi le bénéfice de doute ou bien le crédit au sélectionneur. Oui, parce que vous n'étiez pas à l'entraînement, vous n'avez pas suivi les séances d'entraînement. Ce qui s'est passé avant le match, Koké, il a été beau, flamboyant contre l'équipe marocaine et tout, mais n'oubliez pas les séances d'avant-match. Il y a les séances d'avant-match que c'est sur cette base que les sélectionneurs, souvent les coachs, ils se basent pour faire l'équipe du match. À partir de maintenant, est-ce qu'il faut remettre en cause la compétence de l'encadrement technique et dire que cette élimination est de trop? Oui, c'est de trop parce que c'est pas la première fois qu'on a remis en cause le travail d'un sélectionneur ou d'un groupe de sélectionneurs. Quand ça ne marche pas, dans une sélection nationale, celui qui part en premier, c'est le sélectionneur. Il n'y a pas de débat autour. La première personne qu'on change quand ça ne porte pas bien, c'est le sélectionneur. Donc, il faut remettre en cause le travail qui est fait. Moi, je suis d'accord et je suis sûr que Moussa même va se dire, ça fait depuis 2017 qu'on dispute les... Même bien avant. Depuis longtemps, on a participé à presque toutes les campagnes éliminatoires de la compétition. Depuis 2009 et on n'a pas réussi à nous qualifier. Je pense que là, et depuis un moment que Moussa est là, Moussa n'a jamais eu de victoire avec l'équipe locale. Je ne suis pas satisfait sur les résultats de Moussa. Donc, oui, c'est lui qui part. Non, mais si vous pouvez amener José Mourinho à la tête de cette sélection. Je suis d'accord. Mais c'est celui qui doit partir, c'est l'entraîneur qui part. Non, vous savez, si on n'a pas les regroupements, il faut interpeller le ministère, il faut interpeller la Fédération béninoise de football. On va donner priorité au direct. Nous allons momentanément changer de discipline et parler, et bien sûr, d'un sport de main. Ce sera dans notre rubrique Grand Angle, mais juste après cet intermède. Voilà, le basketball béninois se mesure à ses autres homologues du continent dès cette semaine, bien justement, dans l'Africa Women Basketball League. Et c'est l'équipe de Energy Basketball Club de la SB2E qui porte le flambeau du pays dans les éliminatoires, qui se déroulent à Monrovia, au Libéria. Et justement, depuis la capitale libérienne, nous avons en ligne l'entraîneur principal de l'équipe, M. Oswald Kenom. Monsieur Kenom, bonsoir. Monsieur Kenom, vous êtes en ligne? Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Oui, voilà. Je suis en ligne. Bonsoir monsieur le journaliste. Voilà. Dites-nous, vous êtes au Libéria depuis hier dimanche pour prendre part justement à cette Africa Women Basketball League et nous avons décidé bien sûr de prendre de vos nouvelles. D'abord, nous avons appris que vous avez eu des soucis à votre arrivée en terre libérienne. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et quel est actuellement l'état des troupes? Vraiment merci pour cette émission. Je tenais à vous dire que nous sommes très bien arrivés à Monrovia. Oui. Et nous n'avons pas vraiment eu de soucis à Monrovia. Et c'est plutôt sur la terre ivoirienne qu'on a eu des soucis. Il y a eu un décalage par rapport à l'heure. Et déjà à 19h, et on était déjà à Abidjan. On a dû dormir là-bas. Et le lendemain, on a pris le vol vers 14h. Et nous sommes arrivés à Monrovia à 17h30 comme ça. C'est ça. Donc, il y avait déjà l'accueil avec le général de la fédération qui avait nous accueillis. Ouais, cet accueil-là. Et après, il y avait le bus, on est rentré, on est allé directement après l'hôtel, on a déposé les bagages. Et ensuite, on est allé manger, on est allé déjeuner. D'accord. Alors, voilà. Dites-nous, je rappelle qu'avant... très bien passé à... Oui, je rappelle qu'avant de vous envoler pour le Libéria, vous avez demandé une bénédiction divine à travers une messe d'action de grâce. Mais sportivement, quels sont les objectifs qui vous ont été assignés dans cette compétition? C'est normal, comme je vous le dis, comme vous venez de le dire là, c'était vraiment très important, vous voyez. On ne peut pas traverser, vous voyez, c'est toute une équipe
qui voyagent. On est près de 25 et ouais, on ne peut pas traverser on peut pas traverser tout le Bénin, la Côte d'Ivoire, ensuite le Libéria, sans implorer Dieu. Voilà pourquoi on a fait un tour pour rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il va nous faire. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on est allé à l'église avant de prendre la route, ce qui est normal. Et les objectifs qui vous ont été assignés pour cette compétition? Voilà, les objectifs, comme tout être humain, avant de faire que ce soit, d'abord nous avons eu une très bonne préparation, et nous devons d'abord rendre un grand merci le directeur général. Bien avant ça, avant qu'on ne le passe, il nous avait déjà reçus et ça s'est très bien passé. Et il nous disait qu'il faut qu'on aille fondre les couleurs de Énergie Basketball Club. Et ensuite, comme vous le savez bien, on a quelques problèmes de liaison avec Monrovia, la capitale nigérienne. Allô? Oui, nous avons du mal à vous entendre. Je rappelle aussi que pour cette compétition, vous êtes logé dans la zone 3 où on rencontre de grands noms du basketball en Afrique, tels le Nigeria et la Côte d'Ivoire, pour ne citer bien sûr que ces deux pays. Mais en voyant ce plateau aussi relevé, est-ce que vous n'avez pas des appréhensions? Basketball est une très grande équipe, comme je l'ai dit. Et nous avons été champions et c'est pas pour rien qu'on a été champions. Et nous allons défendre les couleurs du Bénin en étant à Monrovia. C'est ça. Nous avons tous les armes pour défendre. Nous avons déjà, c'est ma première participation à une éliminatoire. Et nous avons aussi deux assistants qui sont mes aînés, le coach Clégou Basile et Sindéo Purus. Donc, avec l'aide de ces deux aînés-là, je pense qu'on peut y aller. Avec, bien sûr, les joueuses comme Aïcha Kondo, celle qui a fait déjà à la France pendant 7 ans, et ensuite Élise, une Togolaise également. Et voilà, nous avons fait beaucoup d'autres recrutements, comme 2 Maliennes qui ont un très bon niveau et une mort également. Voilà, vous avez étoffé, en somme, vous avez étoffé l'effectif pour cette compétition. Je rappelle, 7 clubs sont inscrits pour ces éliminatoires qui prévoient d'ailleurs seulement 2 places qualificatives pour la phase finale. Est-ce que vous y croyez vraiment, monsieur l'entraîneur? Oui, bien sûr. On n'est pas là pour faire fière figure. On va se battre, comme on l'a dit, jusqu'au bout et être parmi les 2 qualifiés. Voilà. Je ne vais pas abuser de votre temps. Il faut qu'on vous laisse aller vous reposer, vous entrer en compétition demain. Mais un mot pour conclure cet entretien. Un mot pour conclure. Comme je l'ai dit plus haut, je remercie d'abord vous, les journalistes. Je vous remercie pour cette interview. Je remercie les responsables de Énergie Basketball. Je remercie le directeur général de la SPE. Et je remercie également toutes les associations qui ont appelé et écrit et ont laissé des messages pour nous soutenir. Et jusque-là, on n'a pas encore fait la réunion technique et on attend, je crois, dans 30 minutes avant de faire la réunion technique. Voilà, merci monsieur. On aura les 2 groupes et nous prenons cas par cas. C'est-à-dire demain, si on a un match contre, par exemple, je suppose, une équipe nigériane, First Bank, ou bien Custom, par exemple, on pourrait les prendre selon ce qu'ils vont nous proposer, comme offense, comme défense. Et c'est en fonction de ça qu'on va progresser. Voilà, on prendra donc l'adversaire en fonction de ses forces et de ses faiblesses. C'était monsieur... Voilà, c'était monsieur Oswald Kenom. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur principal
de Énergie Basketball Club féminin justement. Et il a décroché notre appel depuis Monrovia, la capitale du Libéria qui abrite, il faut le dire, les éliminatoires de l'Africa Women Basketball League. Chers messieurs, vous avez un regard sur cette compétition certainement. Oui, quand on parle, je crois, c'est une équipe qui n'est plus à présenter parlant de basket. Et aussi, quand le coach cite Aïcha Kondo comme référence dans cette équipe, je pense qu'elle a de quoi aller faire de bons résultats à Monrovia, je crois. Voilà, c'est pas une première. Énergie, l'année dernière, ils ont essayé, je crois, ils étaient en Zimbabwe, au Mozambique l'année dernière, ça n'a pas prospéré. Donc, je veux croire que l'expérience est là et elles vont pouvoir mettre cela en pratique pour pouvoir sortir le grand jeu. Ce sont des clubs qui font le championnat, qui sont des meilleurs au plan local, mais à l'international, ça ne paye pas souvent. Mais c'est beaucoup d'échecs qui donnent un jour un succès. Je veux croire que ces échecs par le passé ont pu forger le mental de nos clubs afin que pour une fois, ça puisse commencer à prendre et que les clubs fassent des performances sur le continent. Voilà, on va revenir à notre sujet, le sujet initial pour vite finir rapidement parce que nous n'avons pas assez de temps. Quand on prend aujourd'hui les 8 pays de l'UEMOA, eh bien, le Bénin est toujours le seul à ne pas avoir encore goûté aux délices d'une phase finale du championnat d'Afrique des nations. Alors, Steve, qu'est-ce qu'il faut pour briser finalement ce plafond de verre? Il faut travailler et il ne faut pas attendre la veille des éliminatoires pour mettre en place une équipe. Je crois, quand je parlais de moyens, ça fait partie. Combien de matchs amicaux l'équipe béninoise avait disputé avant cette échéance? Je pense que c'est 0 compteur si vous comptez. Alors que les Togolais, dans leur préparation au cours de leur parcours, étaient même à Grand Popo où ils ont livré des matchs contre le Topo, ils ont livré des matchs amicaux. Donc il faut préparer, il faut donner des regroupements à ces jeunes-là pour qu'ils se regroupent de temps en temps, utiliser aussi ou bien prendre à profit, pour que des complicités naissent. Exactement, mettre à profit les journées, les fenêtres FIFA pour qu'on ait au moins des automatismes dans le groupe. Parallèlement à l'équipe A, que l'équipe A prime aussi joue. On accorde trop de choses, de privilèges ou trop de valeur à l'équipe senior, mais on oublie les autres équipes qui sont dans l'antichambre, qui sont les équipes de jeunes ou qui sont les équipes à prime, je crois. Quand j'interpelle la fédération, le ministère, c'est sur ce plan-là. Il faut qu'on accorde la même valeur à toutes nos équipes, à toutes nos sélections. Sinon, on va tout le temps chanter la tristesse, mais on ne va pas décoller parce que nous ne travaillons pas. Prosper, que faut-il faire pour franchir ce palier? Maurice a commencé par le dire et ce n'est pas une première fois que nous chantons ces refrains sur les plateaux de télé ou dans les studios radio. On ne peut pas attendre les veilles de compétition pour mettre en place des équipes. Ce n'est pas possible, ça ne donnera pas de résultats. Le football en particulier, il faut qu'il y ait de la cohésion dans un groupe, dans une sélection. Et chez nous, on attend 1 mois et même moins parfois pour réunir des joueurs et aller à une compétition. On a les mêmes résultats comme quoi les mêmes causes produisent régulièrement les mêmes effets dans les mêmes conditions. Donc il faut trouver la formule de regrouper aussi l'équipe locale de temps en temps, même si c'est pour des matchs amicaux, même si c'est pour des camps de préparation d'1 semaine, 2 semaines, comme on l'a fait souvent avec les équipes des catégories d'âge. Il faut réunir aussi les locaux de temps en temps. C'est pas 1 fois, c'est pas 2 fois. Les matchs amicaux dans la sous-région en convoqué. Oui, la responsabilité de la fédération est engagée, la responsabilité du ministère aussi, mais je pense que les sélectionneurs doivent prouver à la face du monde qu'ils ont des plans de travail. Si éventuellement ces plans ne sont pas respectés, qu'ils viennent devant la presse pour le dire. On ne peut pas attendre les veilles de compétition pour réunir des jeunes. Les résultats ne suivront pas. Et ça frise l'improvisation. Oui. Alors, chers messieurs, chers décideurs de ce pays, on retient de cette odyssée qu'il faut désormais organiser des regroupements périodiques pour permettre bien sûr à l'équipe d'avoir, si nos joueurs, d'avoir une certaine complicité en plus du rythme, parce que le rythme il y en a, on parle de la régularité des championnats nationaux. Maintenant, pour qui est le football, c'est un sport collectif. Vous regardez l'entame du match des Guépards Prime à Abidjan, ils étaient timorés, tétanisés par la pression, on sentait rien.
parce qu'ils avaient à cœur de faire une remontada, mais on ne fait pas la remontada comme le Real à la va-vite. Il y avait 2 buts à remonter, le défi était grand. Alors nous allons passer à autre chose avec un nouvel invité. Ce sera le président de la Fédération béninoise d'aviron et ce sera dans notre rubrique exclusivité. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi Laronwano a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un S international béninois qui a beaucoup apporté. Il est venu. Voilà, dans notre rubrique exclusivité cette semaine, un sport bien connu du grand public au Bénin. Il s'agit de l'aviron, un sport qui se pratique sur les cours d'eau et dont nous recevons ce soir le président de la fédération au Bénin. Il s'agit de M. David Gbadamassi. M. Gbadamassi, bonsoir. Bonsoir, M. Alossé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà, question classique d'entrée. Comment se porte aujourd'hui l'aviron au Bénin? L'aviron se porte moyennement au Bénin. Ah oui? Oui. Et pourquoi vous le dites? Parce que quand vous prenez toutes les disciplines sportives, chaque discipline sportive a ses spécificités. Et vous savez que l'aviron se pratique sur l'eau. Tout à fait. Et quand vous faites aussi un tour dans les villages lacustres, vous verrez que il y a les jacinthes d'eau qui nous dérangent un peu. Et nous sommes portés vers Porte-Novo pour organiser nos compétitions. Mais nous devons aller dans chaque coin où il y a des plans d'eau. Tout à fait. Et vous savez que c'est aussi onéreux. Et on essaie toujours de faire avec. Mais les athlètes rameurs sont toujours courageux, ils sont volontaires et ils continuent toujours par travailler avec la fédération. Chaque club dégage des moyens pour que les athlètes soient à notre disposition à un certain moment. Voilà, c'est pour cela que vous dites que la discipline se porte moyennement. Moyennement. Bien, mais on voit quand même un regain d'activité au niveau de la fédération. Vous participez même à des compétitions à l'international. Alors, dites-nous, en termes de résultats, vous en êtes où aujourd'hui, surtout quand on prend les compétitions à l'international? Sur le plan international, il y a 2 disciplines au niveau de l'aviron. Il y a l'aviron qu'on appelle beach rowing, l'aviron de mer, et il y a l'aviron classique. C'est ça. L'aviron classique, c'est ce que nous pratiquons depuis 10 ans déjà au Bénin. Maintenant, les nôtres ont participé l'année passée au beach rowing en Tunisie, précisément à Hamamé. Et ils sont sortis 9e ex-aequo avec le Togo, parce que vous le constatez très bien que le Togo est la bête noire pour les Béninois. Tout à fait. Donc nous ils ont même une médaille olympique dans cette discipline. Non, c'est pas en aviron. C'est en canoë-kayak. Et c'était Beaupetit. Et c'est ce qui a révolutionné l'aviron au Togo, le sport nautique au Togo. Mais quelques années après, le Bénin aussi a pris la bête de l'aviron. Et nous y allons. Nous ne sommes pas moins classés en Afrique. Nous ne sommes pas moins classés parce que... On se situe où? On était 9e au beach rowing. Mais en aviron classique, nous sommes 4e. Et c'est ce qui me désole à tout moment quand nos athlètes vont en championnat d'Afrique et qui ne ramènent pas comme une médaille parce que la 4e place
n'est pas faite pour une médaille. Moi, nous, à la fédération, nous voulons avoir des médailles. À chaque sortie. Il faut être sur le podium. Et hisser le drapeau sur le mât. Mais, malheureusement, les moyens nous manquent. Ce n'est pas la faute aux athlètes ni aux rameurs. Ce n'est pas leur faute. Nous manquons de matériel. Les matériels que nous avons eu, moi, je l'ai baptisé les B52. Et pourquoi? Ben, parce que c'est lourd. Et aussi les pièces de rechange, nous n'en avons pas. Il faut des matériels modernes. Il faut des matériels modernes, mais ça coûte aussi excessivement cher. Quand vous allez dans Philippines, ça c'est une marque italienne, elle est très rapide, mais il faut aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Le ministre vous attend. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts ces dernières années en termes d'investissement dans le sport. Vous dites que vous avez besoin de moyens. J'espère le ministre est à l'écoute. Oui, le ministère des Sports et le nouveau ministre, M. Dato, nous allons le saluer et le remercier. Et pourquoi? Parce que, à son arrivée, il a impulsé un nouveau système de gestion des fédérations. Ce qui veut dire que si nous avons reçu une enveloppe financière pour aller au championnat d'Afrique. Normalement, nous devions voyager le 6 prochain. C'est ça. Mais nous avons reçu une enveloppe financière, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. C'était dans la subvention que vous dégagez les fonds, raison pour laquelle vous verrez que plusieurs fédérations n'arrivent pas à organiser des compétitions sur compétition. Parce que les billets d'avion, ça coûte cher, l'hébergement, la pension complète là-bas, le transport, et tout ça là, ça coûte cher. Mais le ministre Dato est arrivé, la subvention, c'est pour les championnats et les compétitions régionales. Mais pour le championnat d'Afrique, championnat du monde, le ministère prend totalement... Il y a un accompagnement. Ah oui, ça il faut remercier le ministre Dato pour ce côté. Mais le reste, c'est le matériel. Nous avons des matériels qui coûtent cher. Aviron classique. On a reçu la dernière fois, parce que je fais toujours le salam aleikum. Ah oui, je le fais pour nos rameurs. Et cette année, nous avons reçu 9 bateaux de World Rowing et de la solidarité olympique. Et nous avons 6 classiques et 3 bateaux de mer. Et nous avons eu aussi une formation des entraîneurs. Et nous avons inclus parmi nos entraîneurs de club les professeurs d'éducation physique. C'est ça. Parce que eux, ils ont appris le métier, ils ont appris la science sportive. Maintenant, s'ils se retrouvent avec les entraîneurs de club, il y aura une bonne collaboration pour que l'enseignement et l'entraînement qui doit être dispensé aux athlètes ne soit plus comme des choses où on regarde dans l'air pour dire, bon, demain vous allez vous entraîner, après, non. Que ça soit des trucs et des décisions prises à la volée, non. Non, il faut que tout soit calibré et qu'il y ait une feuille de route, raison pour laquelle nous avons choisi, et nous étions à Akodira, et à Awamé. Oui. C'est là où on est resté. Après Awamé, nous nous sommes retrouvés à Posotomé du 11 au 18 mai passé. Dans le département du Mondo. Oui, dans le département du Mondo, parce que dans le Koufou, nous n'y sommes pas. Nous sommes à Grand Popo, Pétécan, Akodira et Bopa. C'est ça. Mais nous avons organisé la formation pratique à Awamé. Et la théorie, c'est au niveau de la salle de réunion de Posotomé. Tout à fait. On a fini, mais pour ce mois d'octobre, nous étions à Grand Popo pour l'aviron sur mer, beach rowing. Donc, tous ceux-là, il n'y a que 2 qui ne sont pas venus. Il y a celui de la Takora et celui de la Tonga. Mais tout le reste, pourquoi ils ne sont pas venus, je vous le dis en même temps, c'est faute de moyens. Parce que les moyens ne suffisaient pas. Voilà, c'est un peu comme le temps ici aussi. On n'en a pas assez. Mais... Nous allons rapidement profiter pour feuilleter un peu votre agenda, voir votre programme d'activité annuel. Vous en êtes où actuellement? Ben, nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin parce que après ce stage de DSSN, développement du système
national sportif. Nous avons fini avec ça. Et on devait voyager le 6 prochain. Mais malheureusement, les organisateurs nous ont appelés ce soir pour nous dire que ça n'aura plus lieu parce que le nombre de pays qu'ils attendaient, 27 pays, et ils se sont retrouvés avec 9. Si le Bénin partait, ça serait 10. Donc, il ne peut pas investir comme des centaines de millions pour 10 pays. Raison pour laquelle ils ont reporté ça pour une date ultérieure. Mais nous n'allons pas rester sans travailler. Nous irons au Togo, parce que c'est dans notre agenda. On ira au Togo, on ira aussi au Nigeria. Et à la fin, il y aura le championnat des cadets. C'est ça. Parce que cette année-ci, nous n'avons pas organisé les 3 catégories. Nous n'avons organisé que 2 catégories. Les juniors et les seniors en double. C'est ça. Parce que ce que nous n'avons jamais fait depuis 10 ans, on n'a jamais organisé un championnat en double. Pourquoi le double? C'est pour la cohésion. La cohésion, si vous êtes à 2 dans le bateau, il faut que vous connaissez et que vous travaillez ensemble. Mais nous et la complicité dont on parlait naît en même temps. Mais obligatoirement. Et quand vous allez à l'extérieur et que vous êtes à 2 en double et que vous travaillez déjà ici ensemble, vous allez là-bas, vous allez décrocher une médaille, il n'y a rien à faire. Une lettre à la poste. Ouais. Nous allons finir par un dernier mot, parce qu'on est tenu par le temps, justement. Je suis d'accord avec vous, mais je tiens à vous remercier, sincèrement. Et c'est notre devoir à nous. Hein. Amen. Ce n'est pas tous les jours. Merci beaucoup, monsieur Alossé. Je remercie aussi les dirigeants de Canal 3 et principalement le Comité national olympique et sportif béninois qui nous a décroché ce stage et qui a abouti à avoir 9 bateaux au cours de cette année, sans oublier le ministère des Sports, d'où la DSE fait un travail formidable. Il y a les dames qui sont au secrétariat, nous les remercions beaucoup. On vous fait tous un clin d'œil. Hein? Donc voilà, nous allons finir en beauté l'année 2024 à Soava avec l'organisation des championnats des cadets, les 2 catégories. Toujours sur les cours d'eau. Maurice, vous venez aussi de l'eau, non? Le Grand Popo? Je viens du Grand Popo. Je voudrais demander, si vous permettez, au président Pavel Rekanti, qu'est-ce qu'il est? Ah oui, Privel, est-ce qu'il vient souvent sur ces événements pour partager son expérience avec les jeunes? Privel est très très occupé depuis un certain temps. C'est un ingénieur en informatique, et depuis qu'il a fini, il n'a pas pu réussir à la qualification des Jeux Olympiques 2024, et on n'entend plus parler de Privel. Il n'y a même pas un coup de fil, mais tantôt nous essayons de l'appeler pour voir comment il se porte, parce que il fut le capitaine de l'équipe nationale d'aviron. Voilà. C'était M. David Badamassi. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise d'aviron, et vous nous avez donné ce soir une idée sur la santé actuelle de cette discipline au Bénin. En face de vous, il y avait mon confrère Steve Maurice Zounon. Je rappelle que vous êtes journaliste et reporter sportif, officiant à Le Champion. C'est un site d'information sportive. Voilà. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie, et pendant près d'1 heure, retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de votre chaîne lundi prochain, dès qu'il sonnera à 21 h. Bonne soirée à toutes et à tous, et sportivement vôtre.